Merci infiniment de m'avoir donné la parole. Dans un premier temps, je voudrais témoigner toute mon estime et toute mon admiration pour nos trois intervenants du jour. Et je tiens également à saluer respectueusement toutes les personnes qui sont dans cette salle. Une insistance au sein de laquelle j'identifie d'éminentes personnalités, de nombreuses personnalités tout aussi expertes que expérimentées sur les questions électorales et les questions démocratiques. L'identification des causes profondes des contestations qui ont affecté les processus électoraux à Madagascar et qui posent des défis pour les processus présents et futurs dépend, à mon sens, de la sphère de rationalité dans laquelle on se place. C'est dire que parler de ces causes qui sont foncièrement pluridimensionnelles pourrait amener à des réflexions d'ordre métaphysique, philosophique, historique, culturel, sociétal et sociétal, politique, stratégique. Peut-être que l'état de santé de la démocratie et les carences qui ont affecté les processus électoraux trouvent leur origine dans une culture, voire d'un ethos d'un peuple intrinsèquement réticent vis-à-vis de la démocratie. Apparemment non. Ou peut-être aussi que les réflexions conduiront à évoquer comme principale cause des tensions de simples conflits entre des intérêts divergents et aux rapports de force qui en découlent. Il me vient, par exemple, dans la pensée, une lecture, ou plus précisément une interprétation subjective, donc dénaturante, de la conception nietzschéenne du monde, lorsqu'il dit « Le monde, c'est le monde de la volonté de puissance, nul autre. Et vous-même, vous êtes aussi cette volonté de puissance et rien d'autre. Je ne m'engagerai pas dans cette voie qui mènera nécessairement à une impasse, étant donné que ma lecture tronquée du concept nietzschéen de volonté de puissance conduira sûrement le niveau limité de mon entendement à ne voir dans le processus électoral que des manifestations de force brutes, à peine voilées sous un leurre de juridisme, entre des acteurs sans autre préoccupation que de se maintenir au pouvoir pour les uns et à y accéder à tout prix pour les autres, au risque de contraindre la majorité des citoyens à plébisciter aveuglément et en toute servitude leur gentil et puissant bourreau. Le juriste sous l'habit duquel je me présente aujourd'hui ne peut s'empêcher de focaliser l'attention sur l'idée que parler des causes profondes des contestations affectant les élections, c'est d'abord évoquer toutes ces situations, tous ces États qui ont porté atteinte et qui sont encore susceptibles de porter atteinte à un droit civil et politique tellement fondamental qu'il est qualifié par les éminents juristes, comme Jean Gicquel par exemple, comme la première des libertés. Toutes ces situations qui ont porté atteinte à un droit, ce droit que toute personne a de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Ce droit civil et politique, cette première des libertés dans les sociétés démocratiques, est consacrée par l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et renforcée par l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. Ces instruments ont été ratifiés par Madagascar et le préambule de la Constitution de la 4e République fait sienne la Charte internationale des droits de l'homme. Dès lors, en évoquant les causes profondes des contestations affectant les élections, pointant du doigt les carences des processus électoraux, l'on devrait avoir constamment en tête qu'il s'agit d'une violation et d'une atteinte grave à la démocratie, et donc d'un non-respect du peuple, d'un non-respect de la souveraineté qui lui appartient. C'est important de le dire, de le souligner, parce que revendiquer la démocratie, c'est reconnaître que le pouvoir n'appartient ni à une seule personne, ni à une classe sociale, ni à une oligarchie, ni à un parti politique. Le pouvoir appartient au peuple, et c'est notamment au moyen du référendum et de l'élection de ses représentants qu'il l'exerce. Prétendre énumérer toutes les situations matérialisant les causes profondes des contestations électorales en une dizaine de minutes serait une gageure. Par contre, je pense qu'il est possible de regrouper ces situations autour de 5 principaux axes, eux-mêmes susceptibles d'être énoncés en 2 points, en l'occurrence les atteintes au droit de suffrage et les vicissitudes du système électoral. La première source récurrente de défiance, de suspicion, de tension a toujours été, comme l'a dit Madame la coordinatrice nationale, le fichier électoral.
objet de contestation en raison de la non-fiabilité, de la non-exhaustivité, de la non-inclusivité, de l'absence de sécurité, du fait que les listes électorales au niveau des Fouctans et le registre électoral national ne sont pas à jour et font l'objet d'un gel, et surtout que le fichier électoral constitue une source de manipulation et d'instrumentalisation. Les causes y afférentes se rapportent au système en vigueur, c'est-à-dire le système alphanumérique actuellement, aux dispositions normatives régissant l'établissement, la révision, la refonte des listes. Tantôt les dispositions législatives organiques en vigueur suscitent des critiques, comme le cas du gel, et tantôt elles font l'objet de violations et d'altérations par les actes réglementaires et les actes administratifs des institutions et des organes censés les appliquer. C'est le cas de toutes les dispositions qui ne sont pas suivies en termes de confection des listes électorales, de refonte et tout ce qui va avec. Les dites causes se rapportent souvent aussi aux actes matériels et aux divers agissements des acteurs concernés en infraction à l'égard des règles établies et censées être respectées. La deuxième cause principale de remise en cause des processus se rapporte au système électoral. Et quand je parle du système électoral, je ne parle pas seulement du choix de mode de scrutin, et avec la complexité qui l'accompagne, et dont seuls les spécialistes en droit constitutionnel peuvent en démêler les chevaux. Quand je parle de système électoral, j'évoque en fait les normes constitutionnelles, législatives, réglementaires, les structures et les institutions, à l'instar de l'organe de gestion des élections, les personnes, parce que ce sont les personnes, les hommes et les femmes qui font les institutions, les mécanismes et les processus, en l'occurrence les diverses phases des opérations électorales, lesquelles forment un ensemble complexe comportant des risques importants d'altération, de dénaturation, de dévoiement, de manipulation, d'atteinte à l'intégrité du scrutin et du processus électoral tout entier. En ce qui concerne les normes, je citerai comme exemple celles qui concernent la promotion de la transparence du financement des campagnes, les revendications du plafonnement du dit financement, les revendications ayant trait à une nécessité d'apporter une réglementation des phases précédant la période de campagne, les obstacles à une régulation respectueuse des principes d'équité et d'égalité vis-à-vis des supports de communication, comme Madame le SEA l'a dit tout à l'heure. Il y en a d'autres, les normes régissant les contentieux électoraux, et j'en passe. Pour ce qui est des structures, des institutions maintenant, les causes profondes des tensions, des contestations et des remises en cause ont porté sur des questions qui revêtent une importance capitale. En l'occurrence, et ça a été dit tout à l'heure, la confiance, la crédibilité et l'indépendance de la structure nationale indépendante en charge de l'organisation des élections. Sur ce point, il pourrait s'avérer utile de mentionner que depuis 2011, 75% des membres du système des Nations Unies consacrent l'existence dans leur droit positif de l'autorité électorale indépendante, et celle-ci est d'ailleurs prévue au point 20 des observations générales adoptées par le Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 40 du PIDCP, additif à l'observation générale numéro 25. Les difficultés inhérentes à la question de l'indépendance de cette génération de Electoral Management Body ou d'organes de gestion des élections ont trait à leur statut juridique, au mode de désignation, au statut, aux personnalités, au mode d'exécution des mandats de leurs membres, aux ressources destinées à leur permettre d'assurer réellement leur mission en toute indépendance. Il s'agit de la nomenclature budgétaire, de l'allocation des ressources dans le cadre d'une perspective PPBS, des modalités de déblocage en temps réel des dites ressources, des modalités d'exécution et du contrôle des dépenses, l'ajustement réel des ressources par rapport aux exigences d'autonomie de cette structure au regard des décisions stratégiques qu'elle est censée prendre. En ce qui concerne particulièrement l'indépendance des membres de la structure, il pourrait s'avérer utile de mentionner que la Haute Cour constitutionnelle, par une décision du 16 décembre 2015, mentionne et précise l'indépendance organique par rapport à l'exécutif, au législatif et au judiciaire, et l'indépendance substantielle qui implique une absence d'ingérence. Quant aux mécanismes et aux processus qui amènent à penser cet ensemble complexe des opérations électorales, il revêt une importance déterminante de prendre conscience du fait que, dans les processus électoraux antérieurs, chacune des phases des dites opérations comporte des risques réels, des cas avérés constitutifs d'obstacles au déroulement d'élections libres et sincères. Les irrégularités, les anomalies, les écarts par rapport aux dispositions normatives en vigueur, les atteintes au droit de suffrage et à la sincérité du scrutin sont matérialisées dans les différentes phases des opérations électorales.
Et les défis qui se posent portent sur l'ensemble des dispositifs de la CENI au niveau central, au niveau des démembrements, sur les ressources, les locaux, la hiérarchie fonctionnelle des agents mis en disposition, la fiabilisation des dispositifs au niveau des centres informatiques de district, l'opérationnalisation, la pérennisation des dispositifs d'arrêtage, de centralisation, de gestion des listes électorales, la digitalisation, l'opérationnalisation des dispositifs de télétransmission des données, la géolocalisation des 25 000 bureaux de vote, et puis viennent la confection, le codage, la sécurisation des bulletins électoraux, de tous les matériels sensibles et de recensement matériel des votes, l'optimisation de l'affichage en temps réel des données et la gestion des contentieux. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais ce sont tous des sources de tension. Et enfin, la principale cause profonde ayant altérant toujours le processus électoral et la démocratie dans son ensemble, qui me paraît essentielle et matérialisée par les carences en termes d'éducation, de sensibilisation et de communication. En effet, les processus électoraux et les modes de désignation démocratique des dirigeants dépendent avant tout du niveau d'éducation des citoyens. Et sur le long terme, je fais allusion à la formation de la conscience citoyenne des personnes. Et dans le cadre des processus électoraux, je pense à la formation de la conscience politique des citoyens. L'un des graves dangers qui constitue une véritable épée de Damoclès pour le pays réside dans le fait que l'éducation a souvent été et demeure souvent instrumentalisée, au point d'être réduite à un processus d'impression dans le subconscient des individus à coup de matraquage, à coup d'effets de simple exposition, à coup de chromatique, imprimer dans le subconscient des individus l'image d'une personne, une figure, un nom, une couleur, un système de pensée unique qui ne trouve ses fondements rationnels que dans la figure charismatique d'un père fondateur, tout-puissant, au point de compromettre toute possibilité d'épanouissement de l'individu dans le cadre d'une société démocratique respectueuse des droits et des libertés fondamentaux. Et au cours des processus électoraux proprement dits, les causes profondes des contestations électorales découlent des carences au niveau de la formation de la conscience politique des citoyens, censée relever de la compétence des partis politiques, des supports médias, des divers organismes non gouvernementaux, mais aussi des acteurs publics au moyen de la promotion des systèmes de gouvernance démocratique à tous les niveaux. En fait, et j'arrête là, la question de la carence au niveau de l'éducation, de la formation de la conscience citoyenne des personnes et de la formation de la conscience politique des citoyens représente le plus grand défi auquel Madagascar fait face en matière de processus électoral et de gouvernance démocratique. Concernant les propositions, je voudrais dire au départ que l'élection est l'affaire de tout le monde et la dimension universelle de ce droit civil et politique, de cette première des libertés, consacrée à l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, implique une mutualisation des efforts. Donc, à mon avis, les conditions d'une sérénité pré- et post-électorale dépendent, et cela rejoint ce que Madame le SEA vient de dire tout à l'heure, la capitalisation des acquis et la réponse positive aux défis du présent en vue de la réussite des processus électoraux. Pourquoi capitaliser les acquis? Il faut capitaliser les acquis parce que malgré les imperfections, malgré les carences très importantes enregistrées au cours des processus électoraux passés, nous avons quand même enregistré un certain nombre d'avancées. Et moi, personnellement, pour avoir été un des acteurs dans le cadre du processus électoral 2017-2019, au départ, j'étais secrétaire général adjoint du gouvernement. J'avais eu pour mission d'assurer la coordination des travaux du comité interministériel en charge de la révision du cadre juridique des élections. Plus tard, j'ai eu le privilège de travailler en tant que consultant pour le programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre du projet SACEM. Et après, j'ai encore eu le privilège d'intégrer le Conseil d'État, cette fois, pas la Haute Cour constitutionnelle, mais le Conseil d'État.
Ça, je voudrais quand même apporter juste une petite remarque par rapport à ça. Au niveau des juridictions, il y a un ordre d'examen. Le terme Theazureisen se réfère, ou Azureisen, ou Theazureisen, se réfère à la question de recevabilité ou irrecevabilité. La question qui consiste à dire mi tumben, natsum tumben, dans l'ordre d'examen des juridictions, ça veut dire que dans le fond, les moyens que vous apportez sont susceptibles effectivement de mener soit à une annulation, soit à un rejet des requêtes. Mais effectivement, dans le langage commun, c'est assez, ça semble assez paradoxal et tellement bizarre de dire ça. Et voilà, vous voyez, c'est selon. Mais en tout cas, hein, mon jeune retour d'expérience, je dis que le processus électoral passé, par exemple 2017-2019, malgré les imperfections, malgré les critiques, a été reconnu sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et ça, il me semble que c'est très important. Il ne s'agit pas pour une autorité d'imposer une forme d'unilatéralité pour ensuite aboutir à l'élection d'un dirigeant. Il s'agit de mutualiser les efforts et de faire en sorte que l'élection, en tant qu'élément de la démocratie, soit réalisée par des procédés démocratiques, c'est-à-dire à partir de l'inclusivité et de la transparence à toutes les étapes du processus. Je prends juste un exemple. Lorsqu'on parle de CLRE, commission locale de recensement des électeurs, la loi organique prévoit déjà une configuration précise, hein, qui, moi personnellement, je suis un peu étonné par rapport à la configuration qui a été adoptée, l'existence d'agents électoraux et tout, mais la loi est claire, la loi organique précise déjà les modalités. Et parmi ces modalités, au niveau des CLRE, il est précisé, justement, en vue de cette mutualisation des efforts, en vue de cette inclusivité et de cette transparence, que les partis politiques, les organisations de la société civile, les organismes non gouvernementaux en charge de l'éducation citoyenne puissent faire partie, en tant qu'observateurs, de cette instance-là. Donc tout est dans cette inclusivité et dans cette transparence. L'objectif, encore une fois, ne consiste pas à mener à terme de façon efficace et en reflétant la toute-puissance d'une institution. L'objectif est d'aboutir à des élections réussies, des élections reconnues, comme maintenant. Les autorités ont été reconnues parce que le processus a été mené selon un certain des normes. Après, ce qui va après, je vais le dire maintenant, il y a un défi qui me paraît bien plus important, c'est la gouvernance démocratique. Et sur ce point, il se trouve que la sauvegarde de l'état de droit, la gouvernance démocratique, le respect des libertés fondamentaux constituent un enjeu essentiel. L'exemple du rapport de synthèse des principes de gestion, de surveillance et d'observation des élections dans les pays de la SADC en 2003 met l'accent particulier sur la nécessité d'avoir un ordre politique, constitutionnel et juridique sain à même d'assurer la tenue d'élections qui soient libres, équitables, crédibles et légitimes comme une condition fondamentale et préalable à la gestion démocratique des élections. Parce que vous savez, moi je pense que c'est un échec de la démocratie que d'arriver à réussir une élection et de faire accoucher des dictateurs après. C'est ça le plus grand échec. Ce n'est pas un problème d'élection après, ça sera un problème de gouvernance démocratique. Et si l'on se réfère à ce postulat, les réflexions ne se focalisent pas en premier lieu sur les élections en tant que procédé de désignation, elles s'intéressent d'abord à un cadre préexistant dont la nature et les caractéristiques sont censées générer les conditions sine qua non de la tenue d'élections. L'idée de base est claire, la démocratie ne se réduit pas aux élections, et ensuite, un système sain produit des résultats sains.
Ce système sain émane d'une culture, voire d'un écho foncièrement démocratique de la société, de la prise de conscience de tout un chacun et de la majorité des membres de la société, mais aussi des leaders politiques. Ce qui pourrait, par exemple, amener à penser dans une approche analogique à l'échelle de la culture et du leadership dans les entreprises, à un message véhiculé par Simon Sinek, j'aime bien, quand il dit dans son ouvrage « Pourquoi les leaders se servent en dernier ?» que les mauvaises cultures appellent les mauvais leaders. Donc voilà, les analyses mettent en exergue le fait qu'une fois la démocratie déclarée vainqueur à l'issue des procédures électorales officielles, les défis qui restent à surmonter revêtent une importance primordiale parce que l'objectif final ne consiste pas à habiller démocratiquement l'accession des politiques au pouvoir par la voie des urnes, mais surtout à promouvoir la gouvernance démocratique et le respect des droits de l'homme et à faire vivre la démocratie au cours des mandats politiques. Merci.